bonjour à tous. Comme j'étais en train de vous dire, l'idéal c'est que ça soit ultra interactif. Je vais vous présenter rapidement mon parcours et ensuite j'aimerais qu'on puisse échanger sur vos envies d'entreprendre ou des petits tips qu'on peut partager. Je prétends rien savoir, j'ai encore rien fait dans ma vie, donc je suis pas là pour vous donner des conseils, mais si je peux vous transmettre quelques coups de bâton que je me suis pris pour pas que vous les preniez par la suite, ça sera avec grand plaisir. Donc je m'appelle Paulin Pasco. J'ai commencé à entreprendre, je pense, à 14-15 ans, en achetant des clés USB en Chine, en les faisant livrer en France et en les revendant au lycée. Enfin, j'ai commencé même avant ça. Donc ça, c'est mes premiers pas d'entrepreneur. J'ai un bac ES, j'ai fait la fac d'Evry en business. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour partir à l'étranger. Donc je suis parti dès la première année au Canada, où j'ai fait un an chez les Québécois, où j'ai fait un an d'études. Et là, j'ai encore eu une bourse pour partir étudier en Angleterre. Donc là, je suis parti à Cambridge pendant un an, où j'ai fait un bachelor en management. Donc je connaissais rien au business de manière théorique. J'avais appris sur le terrain parce que je lançais plein de petites activités. Et par la suite, j'ai poursuivi mon master à Cambridge en communication et en business. Et je suis parti un an en Inde. Et là, en Inde, c'est là où j'ai créé ma vraie première boîte, entre guillemets, ou le vrai premier projet avec d'autres personnes. Et là, j'avais décidé, j'étais dans une très bonne école de communication là-bas. On avait des talents en design et en développement informatique. Et où j'étudiais en Angleterre, il n'y avait pas assez de devs, il n'y avait pas assez de designers, etc. Donc j'avais décidé de, moi, rentrer à Cambridge en Angleterre, de trouver des startups, de trouver des PME, des TPE qui souhaitaient améliorer leur site internet, améliorer leur visuel, faire une refonte graphique, etc. Et en fait, j'envoyais le travail en Inde. En me disant simplement, ils parlent tous les deux, les deux côtés parlent anglais, ça devrait aller, quoi. Et en fait, là, je me suis rendu compte que travailler à distance, c'était compliqué, que travailler avec des gens qui avaient une culture différente, c'était encore plus compliqué. Quand tu disais oui à un Indien, il comprenait oui, mais autre chose. Quand tu disais oui à un Anglais, il disait... Il y avait vraiment des grosses problématiques et ça, je l'ai vu en créant l'activité. Donc ça s'appelait Head to Tail Creative. Et en fait, ça a complètement merdé au bout du 4e ou 5e projet. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai appris énormément sur la gestion de projet, la gestion des équipes et surtout la gestion des gens qui ont des cultures différentes. Et ça, on pense que on est tous pareils, mais en fait, on n'est pas tous pareils. Et c'est encore plus fort. On peut avoir des différences culturelles au sein d'un même pays. Mais là, quand c'est un Anglais et un Indien, il y a des rapprochements culturels. Mais c'est très difficile de manager les deux à la fois. Il faut savoir manier ces chocs culturels. Ça m'a permis d'écrire ma thèse de master sur le sujet. Donc, comment manager une équipe à distance. Et c'est un cours que j'enseigne maintenant à l'Université d'Evry et à la Sorbonne. Voilà pour la première boîte. Je suis rentré en France et j'ai fait un petit tour par les États-Unis et j'ai vu qu'à l'époque, là, en 2009-2010, il y avait les générateurs de sites web qui se lançaient. Un peu comme One and One et tout ce que vous connaissez. Donc pouvoir créer et gérer son site internet sans savoir dev. Il faut savoir lire et bouger sa souris et en drag and drop, vous créez votre site internet et il est en ligne en 1 heure. Je me suis dit, basta, je vais lancer ça en France. C'est un marché qui se structure, on a encore peu d'acteurs. 2009-2010, hop, c'est parti. Donc là, j'ai un copain d'Epitech qui m'a rejoint, j'ai un copain designer et un copain intégrateur qui m'ont rejoint pour l'aventure. Et donc là, on a lancé le truc, ça s'appelait Easy Pro. Et on s'est dit, voilà, on va permettre à toutes les TPE et toutes les startups de créer leur site internet en 2 heures et pouvoir en bénéficier au fil de la progression de leur entreprise. Et là, nous, on était novices, on avait 19-20 ans. Et on s'est dit, j'avais 20 ans, 20-21 ans. On ne savait pas ce que c'était que des financements. On avait gagné un prix Talent des Cités, on a eu 1 500 €. C'était on pensait qu'on allait pouvoir développer la boîte. La banque nous avait dit, on veut bien vous prêter 5 000 €. Je pensais que c'était bon, quoi. On était parti pour être Facebook. Et en fait, malheureusement, il y a une petite start-up américaine qui s'appelle Google, qui a lancé un produit qui était totalement similaire au nôtre en s'affiliant avec SFR et Oxatis. Donc Oxatis qui est une énorme boîte, une agence web,
SFR qui a une force de frappe énorme auprès des TPE. Et Google, bon, ils ont quelques avantages compétitifs par rapport à notre équipe de 4 mecs. Et en fait, ils ont lancé un produit qui s'appelait Mon entreprise en ligne. Et ils ont un bus qui a traversé la France pendant 2 mois pour aller voir toutes les TPE, toutes les chambres de commerce, et pour créer un site pour toutes ces entreprises pour 10 € par mois. Donc nous, on était là avec nos 39 € par mois, etc. Bon, c'était pas possible. Et même leurs produits, leur outil était 10 fois mieux designé que le nôtre, 10 fois plus puissant. On s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé de prendre un virage stratégique. On s'est dit, on va développer des sites internet, proposer un outil que pour les avocats, par exemple. En disant, voilà, on prend la niche des avocats. On sait que les avocats veulent tous un site vitrine. Et ben voilà, ce qu'on va leur proposer. Avec notre site, ils créent leur site en 2 heures et ensuite, voilà, c'est fait. Et pareil, ça n'a pas fonctionné. Donc là, au bout d'1 an, on s'est dit, merde, on est des gros tocards, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, on a décidé d'arrêter. Donc c'était assez difficile. Après, on a fait un petit deuil de l'activité, parce que quand vous bossez pendant 1 an avec 4 mecs, à passer tous vos week-ends, toutes vos soirées, etc., quand vous décidez d'arrêter le projet, ça fait, j'allais dire, ça fait mal aux couilles, mais ça fait mal au cœur. Parce que c'est votre petit bébé, c'est un truc que vous avez construit. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné, mais ça m'a permis de rebondir sur autre chose et aujourd'hui d'avoir une boîte qui fait plus d'1,5 million de chiffre d'affaires en moins de 8 mois. Donc voilà, tout ça, tous les échecs que vous allez pouvoir rencontrer au fil de l'eau, au fil de vos études, au fil de vos projets entrepreneuriaux, il ne faut jamais se dire, putain, là, ça a foiré, ma vie, je suis un entrepreneur raté, ça ne sert à rien que je continue. Pour moi, tous vos échecs vont vous permettre d'être meilleur par la suite. Et Steve Jobs disait la meilleure qualité d'un entrepreneur, c'est la persévérance, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si vous êtes persévérant, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à un moment. Alors oui, il y a des questions de time to market, de compétences, de marché, etc. Mais si vous êtes persévérant, que vous savez dire stop quand il faut dire stop, rebondir quand il faut rebondir, vous allez réussir, quoi qu'il arrive, à monter une boîte qui fonctionne et qui répond à une douleur de marché. Donc EasyPro, ça n'a pas fonctionné. On a arrêté. Pendant 6-7 mois, j'ai fait que pleurnicher dans ma boîte, à me dire, dans ma chambre, à me dire qu'est-ce que je fais. J'avais des propositions de grosses boîtes de conseil avec des salaires faramineux. Je me dis, bon, je vais peut-être faire ça. J'avais Google qui essayait de me chasser pour intégrer leurs équipes. Je me dis, bon, ça peut être sympa. Et en fait, j'ai décidé de faire un service civique donc, dans la ville où je suis né. Et j'ai restructuré tout le quartier sensible, en fait, en aidant à détruire 50% des tours HLM pour reconstruire un écoquartier et favoriser la mixité sociale, etc. Donc ça, je m'étais dit, voilà, j'ai été boursier toute ma vie. C'est grâce à l'État français que j'ai pu faire de belles études, de rencontrer les bonnes personnes. Parce que moi, je pense que la vie, c'est des rencontres. C'est les rencontres que vous allez faire, c'est les discussions que vous allez avoir qui vont faire que vous allez être meilleur après. Je me suis dit, voilà, je vais un peu rendre ça à l'État, je sais pas. Voilà, si je vais peut-être faire un service militaire. Et en fait, non, j'ai fait 1 an de service civique et en même temps que ça, j'ai été pompier pendant 1 an dans ma ville, qui fermait la caserne. J'ai décidé d'être pompier volontaire pendant 1 an. Et en fait, je me suis consacré à ça. Et en même temps, au fil de l'eau, je me disais, si j'ai foiré mes 2 premières activités, c'est peut-être que j'avais pas forcément la boîte à outils du bon entrepreneur. Que j'avais pas les clés, que j'avais pas rencontré les bonnes personnes. Et qu'en fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait, je ne savais pas ce qu'était une levée de fonds, je ne savais pas ce qu'était réellement que le management, même si on avait une petite équipe, je ne savais pas. Et là, je me suis dit, il est peut-être intéressant pour moi de faire une formation complémentaire, qui soit plus orientée entrepreneuriat, plus orientée business, monter sa boîte, quoi. Et là, j'ai postulé à une multitude d'écoles en France, et j'ai été pris dans une école de commerce qui s'appelle HEC, et j'ai fait 1 an et demi là-bas sur l'entrepreneuriat. En me disant, bon, j'ai pas de projet à créer, mais j'y vais pour acquérir cette boîte à outils et être meilleur pour ma prochaine création d'entreprise. Et en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré mon associé avec qui j'ai monté Agriconomie aujourd'hui. Et c'est un gars avec qui je bossais pendant les cours. Et je me disais, putain, c'est un gars qui est smart, avec qui je m'entends super bien. On a des compétences qui sont pas forcément les mêmes. Voilà, il y a peut-être un truc à faire avec ce gars-là, quoi. Et au fil de l'eau, on se disait, bon, on a envie de monter une boîte, pourquoi pas la monter ensemble. Et là, on se faisait des soirées où on écrivait
Donc chacun de notre côté, pendant 2 semaines, on écrivait des idées de boîte en fait. Et après, on se retrouvait autour d'une pizza et des bières en se disant, bon tiens, présente-moi ce à quoi tu as pensé, et moi je te présente ce à quoi j'ai pensé. Et là, on échangeait sur les différentes idées en disant, bon, ça c'est de la merde, ça c'est pas terrible, ça faut qu'on creuse un petit peu, etc. Et à un moment, on s'est dit, les achats groupés pour les agriculteurs. On a cherché, est-ce que ça existe? Non. Bon, il s'avère que mon associé est fils d'agriculteur, 5e génération de céréalier, donc il y connaît, enfin il s'y connaît. Et là, on s'est dit, sympa, on va explorer le truc, quoi. Donc on a passé 2 semaines, 3 semaines à étudier le marché, et on s'est dit, bah, y a vraiment quelque chose à faire. Et là, on a lancé un petit pilote. Donc on ne s'est pas pris la tête, on a ouvert une landing page toute simple, et on a mis, si vous voulez, c'était quoi la phrase? De quoi avez-vous besoin? Et le mec il est rentré dans son formulaire, l'agriculteur, et ça revenait chez nous. Et l'idée, c'était de dire, bon, si on arrive à trouver 50 mecs qui veulent la même chose au même moment, ben on va faire un achat groupé et on va leur faire économiser de l'argent. Et nous, de notre côté, on prendra une commission, en fait. Donc on s'est dit, on va tester. On est allé sur tous les sites de petites annonces, machin, récupérer des adresses d'agriculteurs. Donc ça, c'était vraiment du gros hacking, quoi. On allait partout, tous les sites où les agriculteurs pouvaient aller, choper les mails. Et même via Le Bon Coin, on leur envoyait des mails pour aller vers notre site. Et en fait, ils y sont allés, et au bout d'un mois, on a vu qu'on avait plein de demandes, quoi. Des mecs qui nous disaient, bon bah tiens, on aimerait bien acheter ça, on aimerait bien acheter ceci, etc. Donc là, on s'est dit, ok, maintenant on va faire des offres. Donc, une landing page, et là on mettait juste, est-ce que vous avez besoin d'une remorque? En se disant, si on a 15 mecs qui veulent une remorque, bah après on va voir les producteurs de remorques, et on va négocier les prix. Et là, pareil, boum, on avait 40 mecs qui voulaient une remorque. On s'est dit, putain. Donc là, on a pris notre bagnole. D'ailleurs, il y a une roue qui freinait pas parce qu'on n'avait pas le contrôle technique. Et on est allé voir les mecs pendant 2 mois. On a fait que ça. On est allé voir tous les producteurs de remorques, tous les fabricants de remorques, en leur disant, les mecs, on a 40 remorques à acheter chez vous. Est-ce que vous nous faites un prix? Tous les mecs, ils nous ont envoyé chier. Oui, on n'a pas besoin des achats groupés. De toute façon, les agriculteurs vont acheter nos remorques. Voilà. Ils nous ont clairement envoyé chier. Bon, cette année, ils nous appellent tous. Hein. Le téléphone, il ressonne tous les jours. Donc voilà, on s'est dit putain merde. On a d'un côté les agriculteurs qui veulent grouper leurs achats, mais de l'autre côté ceux qui fabriquent ou ceux qui vendent qui veulent pas que les agriculteurs se regroupent. Donc encore une fois, on a réfléchi, bon, comment améliorer le business model? C'est peut-être pas les achats groupés qui fonctionnent. Voilà, pareil, on a itéré, on a réfléchi, et là on s'est dit putain, pourquoi on lance pas une place de marché comme Amazon ou comme Price Minister spécialisée dans les achats agricoles? On sait que les agriculteurs veulent acheter sur Internet. Il n'y a pas vraiment de site Internet qui leur permet d'acheter. Pourquoi pas lancer ça? Et de l'autre côté, vous avez des distributeurs, des fabricants qui sont très forts pour monter pour créer des très bons produits qui apportent une forte valeur ajoutée à l'agriculteur, mais qui ne savent pas ce que c'est que le web. Il y en a avec qui on échange par email, à qui j'envoie des Excel, ils ne savent pas qu'il y a des onglets en dessous. Donc en fait, on s'adressait à une population d'agriculteurs très très connectés. C'est-à-dire que les agriculteurs, 82% des agriculteurs se connectent tous les jours sur Internet. C'est la catégorie socio-pro qui est le plus connectée en France. Donc quand on s'imagine les agriculteurs avec le petit épi de blé, le tracteur machin, le mec qui n'a pas de téléphone, etc. Aujourd'hui, ils ont tous un iPhone. Enfin, peut-être pas tous, mais je ne sais plus, le taux de pénétration des smartphones est énorme dans le secteur agricole. Ils commencent à avoir des drones. Ils ont des tracteurs qui se conduisent tout seuls. Ça, c'est un truc de malade. Vous rentrez dans les nouveaux tracteurs, vous avez l'impression que c'est Transformer, le bordel. Il y a des boutons partout, il y a des écrans tactiles. Mon associé dans sa ferme, ils se sont achetés un tracteur. Le tracteur se conduit tout seul. Il y a 3 puces GPS dedans, vous appuyez sur le truc, il gère tout seul. Au bout du champ, il se retourne, il lève l'outil derrière et se replace dans le truc à 1 cm de précision. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, les agriculteurs avaient accès à beaucoup plus de technologies que nous, en tant que simples consommateurs. Mais les agriculteurs me disaient, mais tu sais, nous, la clim dans les bagnoles, c'était même pas dans les BM que nous, on l'avait déjà dans le tracteur. Vous parlez des vitres électriques, là, dans les années 90, ça vous dire, ouais, trop cool, j'ai une vitre électrique, mais nous, on avait ça depuis 10 ans dans le tracteur. Là, vous parlez de la Google Car, je sais pas quoi, etc. Mon tracteur, il se conduit tout seul depuis 2 ans.
Donc on s'est rendu compte qu'on avait vraiment affaire à une population qui était très connectée. Par contre, de l'autre côté, ils n'arrivaient pas à acheter en ligne, parce qu'il n'y avait pas assez d'offres. Et on s'est rendu compte que c'est parce que les distributeurs, eux, de leur côté, n'étaient pas assez connectés. Et donc on s'est dit, mais c'est génial. Plutôt que de dire à un distributeur, monte ton site internet tout seul, donc trouve un prestataire pour le faire ou embauche des devs. Ensuite, gère l'acquisition de clients, donc fais bien ton SEO, fais bien ton SIM. Négocie avec Criteo et Google pour faire du display. Regarde comment... les mecs, ils sont loin de ça, quoi. On s'est dit, c'est génial, ils vont pas avoir besoin de faire tout ça, nous, on va le faire pour eux. Qui vont venir vendre chez nous. Nous, on va s'occuper d'avoir un bon site internet, un bon processus de commande, une bonne sécurité, aller faire de l'acquisition de trafic pas cher, etc. C'est tout bénef, quoi. Et là, on a lancé ça dans une seule région. Pareil, on a fait un test, encore une fois. Et là, en 3 semaines, on avait fait nos objectifs annuels. On avait fait 80 000 euros de vente en 3 semaines. Donc on s'est dit, OK, on a touché le... Comment ? Ouais, bon, après, c'est des gros paniers moyens. Hein. C'est pas comme acheter une montre sur Internet, ça coûte 50 euros. Un camion d'engrais, ça coûte 5 000 euros. C'est différent. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a vraiment un truc à faire. On a touché la bonne... on a retiré le bon caillou dans le pied de l'agriculteur, le bon caillou dans le pied du distributeur. Et en fait, tout ça, c'est venu de tests, en fait. Plutôt que se dire... tête baissée comme des couillons, on va à fond dans les achats groupés, on développe un site qui va nous coûter 100 000 euros, on embauche 5 mecs, etc. Et au bout d'1 an, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Mais on s'est dit, on a testé avec nos moyens au fil de l'eau, en fait. La landing page, on l'a fait une journée. Le truc, au début, on connaissait rien, nous. Rien à l'informatique. Et on s'est rapproché de Dean. Donc c'est notre 3e associé qui est lui Epitech, avec qui j'avais monté ma première boîte, enfin la 2e EasyPro. Et on lui a demandé de nous rejoindre pour Agriconomie. Et lui, il bossait dans une belle boîte, une SS2I, il devait gagner 4 500 euros par mois net. Et je lui ai dit, mec, rejoins-nous pour 0 euros et tu auras des parts dans l'entreprise. Je te promets rien parce que je ne sais pas vraiment où on va. Mais voilà, si tu as envie de nous rejoindre, tu as ta place et on veut fonder la boîte avec toi. Il a réfléchi pendant 1 mois, il a quitté son job, il nous a rejoint. Donc là, on était 3 et on était 3 fondateurs. C'est-à-dire Clément qui a lui un... Mais je peux dérouler quelques slides si vous voulez. J'ai mis une présentation que je fais d'habitude aux investisseurs avec la gueule de mes associés. C'est marrant quand même. On est... Donc ça, c'est le nom de ma boîte. Je ne vous l'ai peut-être pas dit depuis tout à l'heure. C'est Agriconomie. Voilà, qui est la première place de marché réservée aux agriculteurs et spécialisée sur les achats agricoles. Donc par achat agricole, on entend tout ce dont ont besoin les agriculteurs sur leur exploitation. Des engrais, des semences, des pièces détachées, une bétonnière s'ils ont besoin d'une bétonnière, etc. Donc ce qu'on veut, c'est que le mec il se dise j'ai besoin d'acheter un truc pour ma ferme, que je sois dans la Marne ou dans la Beauce, je vais sur Agriconomie, je trouve tous les produits dont j'ai besoin et je peux acheter directement et être livré chez moi. J'ai plus besoin de couper. Je sais pas si... Bon, on doit tous être petits-fils d'agriculteurs, je pense, comme 70% des Français. Mais aujourd'hui, l'agriculteur, il est dans son tracteur, il bosse toute la journée, et il regarde sa montre, putain merde, il est 16h, si je veux commander mes engrais, il faut que je retourne à la maison pour envoyer des fax. Il coupe sa journée, il rentre, prend son téléphone, il passe un coup de fil, merde, il faut que je change les fils de mon tracteur, j'appelle mon concessionnaire, il ne répond pas parce qu'il y a trop de monde, je prends ma caisse, je vais chez mon concessionnaire qui est à 18 km en moyenne, le premier concessionnaire n'a pas la pièce, putain merde, il faut que j'aille chez l'autre qui est à 20 bornes, il a la pièce mais il va être livré que dans 3 jours, donc je rentre chez moi, dans 3 jours j'y retourne pour aller chercher la pièce, mais entre-temps il est trop tard, je ne peux plus commander mon camion d'engrais puisque j'y suis allé à 17h et que ça ferme à 16h30, c'est l'enfer. C'est très compliqué et le web en fait pouvait permettre de simplifier et de fluidifier tout ce processus d'achat en fait. Donc on a lancé ça, bon, c'est très, très basique. Et pareil, je rebondis sur le marché des applications mobiles. Vous pensez que le marché des applications mobiles dans le monde, il représente combien de chiffre d'affaires? Donc si vous prenez toutes les boîtes qui sont dans les applications mobiles, tous les revenus qu'elles génèrent, 25 milliards. 5 milliards dans le monde? 25 milliards. Putain, t'es fort, toi. 23 milliards. Pierre-Luc. Est-ce que j'ai une cote de ça pour avoir eu la bonne réponse?
T'auras un camion d'engrais. Donc c'est un marché qui pèse 23 milliards dans le monde entier. Et aujourd'hui, le marché des achats agricoles, c'est 28 milliards, mais juste en France. C'est-à-dire, vous prenez le marché des apps dans le monde, c'est 23 milliards d'euros. Vous prenez ce qu'achètent les agriculteurs par an en France, c'est 28 milliards. C'est un marché qui est presque aussi gros que l'aérospatial et tout ça. Ouais, et puis c'est le premier secteur de l'emploi et de chiffre d'affaires, l'agroalimentaire et l'agri en France. Puis c'est un marché qui pèse 210 milliards juste en Europe. Enfin, c'est exceptionnel. Et bon, ce que je vous disais, nous on vend des pièces détachées, de l'engrais, etc. Ce que je vous dis, les agriculteurs, ils bossent plus comme ça depuis longtemps. Ils passent pas de temps à poil avec des petits cochons. C'est des mecs qui sont ultra connectés. Et ça, c'est même plus les bons chiffres. Je crois qu'on est à 86% et on est à 28% qui ont des smartphones. Donc c'est une population qui est très 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 connectée. Et ça, c'est pour un peu faire... vous montrer que les idées reçues qu'on a sur les agriculteurs, en fait, c'est vraiment que des idées reçues. Bon, voilà, après, je ne vais pas vous faire chier avec ça. Peut-être laisser ce logo parce qu'il est très beau. Ah ouais, la tête de mes associés. Je sais pas si ça fonctionne. Bon, on voit pas très bien. Bon, je sais pas pourquoi c'est le mauvais truc, mais voilà Bon, j'avais les cheveux courts à l'époque. J'ai décidé de les laisser pousser tant que ma boîte n'était pas rentable. J'espère que je les aurai pas jusqu'au cul. Donc voilà Clément qui est lui fils d'agriculteur. Donc comme je vous disais, 5e génération d'agriculteurs, etc. C'est le premier diplômé de notre école de commerce avec un bac agricole. Dean, bon, comme son nom l'indique, ses parents font du champagne. Donc ses parents, eux, sont viticulteurs. Donc pareil, il est né dans les vignes en fait. Donc il connaît très très bien le secteur agricole. Et moi, je suis aussi issu d'une famille, mais en tant que petit-fils, donc comme presque tous les Français. Donc voilà pour l'équipe. Et aujourd'hui, on a créé la boîte il y a 1 an et 3 mois. Et aujourd'hui, on est 17. On est 17. Donc on a commencé à 3, on a regardé ce qui se passait, on a pris un dev Epitech en stage pour nous aider à monter la première version du site. On a pris un mec pour nous aider à monter la logistique parce qu'on s'est rendu compte que avoir un site web, ça suffisait pas. Il fallait être bon en logistique. Donc ça aussi, on s'y attendait absolument pas. C'est-à-dire, on lance le site, machin, la logistique, c'est simple, quoi. Déplacer un camion de 28 tonnes d'engrais, c'est pas comme envoyer un slip par la poste, quoi. C'est pas la même chose. Et donc là, pareil, il a fallu apprendre qu'est-ce que la logistique, comment ça fonctionne et apprendre un nouveau métier. Mais encore une fois, on y a été par étapes. On y a vraiment été par étapes et ça, c'est un des seuls conseils, je ne sais même pas si c'est un conseil, je ne suis personne pour vous donner des conseils, mais allez-y par étapes. Moi, c'est ce que je retire de mes différentes expériences. Ça ne sert à rien d'y aller tête baissée. En fait, il faut toujours se confronter le plus vite possible à ses clients. Parce que c'est les clients qui vous font vivre, en fait. Vous avez beau avoir le plus beau site du monde, le plus beau projet du monde, que ça fasse bander tous vos potes, développeurs et designers. Si derrière, vous ne trouvez aucun client que ça intéresse, en fait, c'est juste bon pour votre ego, quoi. J'ai monté un truc qui est trop beau, génial. Ouais. Et ensuite, voilà. Essayez de vous confronter le plus rapidement possible à vos clients, à votre cible. Et ça aussi, il faut bien définir votre cible, parce qu'il y a des projets qui se lancent, et en fait, on ne sait pas trop à qui on va adresser notre service. Donc ça, c'est une super idée, on va le lancer, on va regarder, mais c'est qui ma cible? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Est-ce que c'est plus les ménagères de 35-45 ans? Ou est-ce que c'est les papis? Est-ce que c'est pas les avocats ou les infirmiers? En fait, essayez de vraiment y aller par étapes. Vous avez une idée. Moi, je ne crois pas aux idées, en fait. Je crois très peu aux idées. Je pense que les bonnes idées, on en a des milliers tous les jours. Et que si vous n'avez pas de bonnes idées, vous pouvez regarder ce qui se fait à l'étranger, vous pouvez parler avec vos potes. Je ne crois pas trop aux idées, en fait. Je crois beaucoup à l'exécution. C'est-à-dire que les idées, ça va. Aujourd'hui, je peux vous donner 10 idées par jour. Bon, j'en ai peut-être pas 10, mais j'ai au moins 10 bonnes idées par mois, je pense.
Enfin, que j'estime des bonnes idées, mais on ne sait jamais si c'est des bonnes idées avant d'avoir lancé son truc. Et se dire tout le temps, ouais, j'ai des bonnes idées, je suis un entrepreneur, j'ai des bonnes idées, c'est pas les idées qui font tout. Ce qui est marrant dans ce que tu avais sur l'économie, c'est que je pense que quand tu as décidé d'aller sur le monde agricole, et le site tel qu'il est aujourd'hui, c'est quand même assez loin en fait. C'est sûr. C'est vraiment le cheminement, le retour d'expérience, le fait de réagir en face d'une situation qui t'a amené à un endroit, mais qui est quand même extrêmement distinct de l'endroit Exactement. Où tu voulais aller au démarrage, quoi. Moi, si on regarde en arrière, on ne pensait pas du tout aller vers la même direction, quoi. Et ça, bah, ça s'affine au fur et à mesure. Et plus on avance, plus on a une stratégie maintenant long terme, entre guillemets. Au départ, c'était... c'est comme les Russes. Hein. Les Russes ou les Jésuites, ils disent « Qu'est-ce qu'on fait demain ?» Il n'y a pas de je pense à ma stratégie dans 18 mois, il va falloir que je machin. Non. Ok, qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais demain pour créer de la valeur pour ton service, créer de la valeur pour ton entreprise ou pour tes clients? Et ça, j'essaye de l'appliquer tous les jours, mais c'est très compliqué. C'est se dire tous les soirs, ok, moi je me remplis un petit post-it tous les soirs en me disant qu'est-ce que je dois faire demain? Donc ouais, j'ai mes tâches long terme, négocier avec les machins, gérer les employés, les trucs, etc. Mais après, j'ai des petites tâches, je me dis, voilà, je vais tester un truc, est-ce que ça va apporter de la plus-value à mon client? Et ça, je crois beaucoup à qu'est-ce qu'on fait demain? Avoir des actions fermes en disant, voilà, j'essaye ça, je regarde, pas se dire, on fait un essai pendant 18 bouygues etc. Bouygues Télécom peut faire ça, SFR, toutes les grandes boîtes. Parce qu'elles vont prendre un consultant, un stagiaire, un machin. Nous, c'est pas ça. Donc on essaye. Le propre d'une start-up, c'est de ne pas avoir vraiment défini son business model et c'est d'être encore assez flexible. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis comme une libellule. La libellule, elle recule jamais. La libellule, elle avance, elle monte, elle descend, elle va à droite, à gauche, mais elle recule jamais. Bon, de temps en temps, il faut faire un pas en arrière pour faire 3 pas en avant. Mais voilà, on fait qu'avancer et on ajuste en fonction des retours de nos clients, notre stratégie. On n'a pas un truc à 24 mois, etc. Ça aussi, c'est intéressant à avoir comme clé quand on crée son entreprise. C'est ce que j'ai mal fait sur mes 2 premières boîtes. C'est penser directement grand groupe, Google, machin, etc. C'est étape par étape. Tu lances ton truc, tu testes. Si ça fonctionne, tu lances ton machin. Comment je peux améliorer? Ok, ça peut être intéressant. J'ai des retours de mes clients, j'ai un chiffre d'affaires qui augmente, etc. Et on fait la même chose aujourd'hui, par exemple, pour l'acquisition de trafic ou de clients sur notre plateforme. On se dit, ok, qu'est-ce qui est cool pour drainer du trafic sur notre site et réussir à acquérir des clients? Ok, SEO, machin, d'accord, cool. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de marrant? Les agriculteurs, ils se font de la poire tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu marrant? Et là, on vend des sipans. Les sipans, c'est des engrais verts. Bon, j'y connaissais rien avant. Hein. C'est des engrais verts que les agriculteurs mettent entre les cultures. Ils font un blé, après ils mettent ça, et ensuite ils remettent un orge ou je sais pas quoi, un autre céréale. Et ce sipan, donc c'est un engrais qui va chercher, enfin c'est une plante, par exemple de la moutarde, qui va chercher de l'azote dans l'air et qui va la remettre dans le sol. Pour éviter qu'ils dépensent trop en engrais, etc. Donc ça, c'est obligatoire et c'est la législation qui dit vous êtes obligé d'en mettre tous les ans. On s'est dit, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi? On a lancé un site qui s'appelle adopteinsipan.com sur le modèle de adopteunmec.com. Et on a appelé ça le premier site de rencontre interculture pour agriculteurs exigeants. En disant, on a un petit algo qui permet aux agriculteurs, surtout que les noms de semences, c'est Pipa, Stella, Johanna, je sais pas quoi, c'est que les noms de femmes. Et puis vous avez la semence blonde, la semence rousse, c'était trop facile, quoi. Et on a fait une grosse truc avec une campagne de com. Vous cherchez une rousse, une blonde ou Pipa ou je sais pas quoi avec une photo de la sœur de la duchesse de Cambridge, hein, qui s'appelle Pipa, celle qui a... Et en fait, ça a trop bien marché, quoi. Et ça nous a coûté... On a fait une landing page basique avec un iframe qui redirigeait vers un outil qu'on a fait sur notre site. Ça a trop bien marché. Donc après, c'est comment est-ce qu'on communique différemment pour aller toucher ses clients. Il faut se dire qu'il y a toujours des mecs qui ont des plus gros portefeuilles que nous, et que les grands groupes, ils pourront saucer à la télé, saucer dans les trucs, saucer dans les médias. Après, c'est à vous, c'est à nous, étant jeunes, là, de se creuser les méninges à faire des actions de communication plus innovantes qui nous coûtent moins cher.
C'est l'innovation frugale, c'est comment faire plus avec moins. Et ça, aujourd'hui, c'est quand vous voyez qu'il faut investir des milliards de dollars pour faire certains trucs, alors que vous avez des gars en Afrique qui arrivent à se démerder avec 500 € pour faire la même chose. Donc c'est ça aussi, on essaye de beaucoup y penser, c'est comment faire plus avec moins. Parce que de toute façon, en faisant plus, en investissant plus, c'est sûr que ça va fonctionner. Mais il y a des mecs qui ont 10 fois plus d'argent que nous. Donc en se bagarrant sur le portefeuille, on n'y arrivera jamais. Ça a bien marché, en plus c'était assez marrant. Non, on se fait marrer. Là, on sort 50 nuances d'engrais. Et ça, on attend le film avec les engrais coup de fouet, les trucs, ça va être marrant. Bah après, il faut trouver un truc aussi, si vous lancez votre boîte et que vous n'êtes pas content au quotidien de faire ce que vous avez envie de faire, vous le ferez mal. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte si ça vous fait chier dès le départ. Après, comme je vous disais, je crois beaucoup aux rencontres. Et le truc le plus important dans notre boîte, parce qu'on est 3, je pense que c'est les 3 fondateurs en fait. C'est le plus important. Quoi qu'il arrive, même si on se prend une grosse tôle sur un truc, on perd la moitié de nos employés parce que, je sais pas, il y a un mec qui vient recruter tout le monde, chasser tout le monde dans ma boîte. En fait, je me dis, le plus important, c'est déjà les 3 fondateurs. Donc, trouver vos associés, c'est ultra important. Et trouver les bons associés, c'est ultra important. Et ça, en fait, vous ne pouvez pas le savoir en rencontrant un gars au bout de 5 minutes. Après, vous pouvez avoir un gros coup de chance et ça fonctionne. Mais il faut passer du temps avec la personne pour voir au quotidien comment est-ce qu'on travaille ensemble. Quand on a une embrouille, comment est-ce qu'on arrive à résoudre le truc. Quand on n'est pas d'accord sur un point stratégique, comment on fait pour trancher, etc. Et ça, c'est ultra important. Et nous, dès le début, on a été très clair entre associés. On a dit, OK, voilà. Déjà, la première question, c'est qui va être le président de la boîte. Et ça, on pense que c'est facile, etc. Mais vous savez, les égos de chacun qui, ah, mais tiens, mais moi, mais... Ça, c'est déjà une question qui est difficile à trancher dès le départ. Si vous êtes 3 à créer le truc, c'est comment est-ce qu'on se répartit les rôles. Qui fait quoi? Si on fait tous les 3 la même chose, on va se marcher sur les pieds et ça ne va pas aller. Donc, à trouver les bons associés, ça peut mettre 6 mois. Nous, avant de créer la boîte, on était d'abord 4 à travailler sur le sujet. Il y avait Clément, moi-même, et il y avait 2 autres gars de notre école de commerce. En se disant, ouais, on va monter le truc à 4, on est potes, machin, etc. En fait, on s'est rendu compte au bout de 9 mois à bosser ensemble que ça allait pas, quoi. Il y en a un qui est parti rejoindre sa meuf aux États-Unis et l'autre avec qui ça fitait pas, quoi. On n'arrivait pas à bosser avec lui, même si c'était un bon pote en dehors du projet ou de l'école, etc. On n'arrivait pas à travailler et à construire quelque chose avec lui. Là, il a fallu arriver à se séparer de lui et à monter vraiment l'entreprise. Donc on a mis du temps avant de trouver la bonne équipe de fondateurs. Donc vous ne pressez pas dès que vous avez une idée de créer l'entreprise avec les 2 potes avec qui vous êtes à l'école. Réfléchissez, regardez comment... On a créé la boîte, on avait déjà du chiffre d'affaires. On avait déjà des stagiaires. Bon, on n'avait pas trop le droit. Mais on a créé la boîte que le jour où on devait encaisser un chèque. Donc on avait les promesses de commande et tout. Le jour où j'ai reçu le chèque au bureau, on a dit OK, on va créer la boîte. En fait, vous pouvez très bien avancer, etc. Et ensuite, mais il faut réfléchir avant de créer la boîte à voilà, comment est-ce qu'on va répartir le capital, qui va faire quoi, qui est le président, qui est le directeur, etc. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais après, si vous trouvez les bons gars avec qui vous avez bossé pendant 6 mois et vous savez que vous entendez bien avec eux, vous connaissez leurs forces et leurs faiblesses, etc., vous allez rapidement réussir à trancher entre qui fait quoi, qui a quoi, et voilà. Dans ton cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait Dean avec qui tu avais déjà bossé dans une boîte précédente, donc quelque part tu avais déjà un gros histo de la manière dont ça s'était passé. Je pense que c'est aussi assez intéressant de voir comment ça se passe quand ça finit mal en fait. Je pense que ça finit mal, j'entends, en tout cas quand on est obligé d'arrêter, c'est intéressant de voir comment se comportent les gens dans un projet où ça ne finit pas de manière idéale. On a toujours en tête les projets où on devient, qui deviennent des grands succès. Et comme Paolin et comme beaucoup de gens, la plupart du temps, c'est des gens extrêmement persévérants qui ont fait beaucoup de choses. Et quand vous avez des groupes de projets ou des gars avec lesquels vous avez bossé sur un dossier sérieux, vous voyez un peu comment ça se comporte sur cette première phase en fait. Ça n'a pas très bien fini. Comment étaient les gars à ce moment-là? Je pense que c'est un élément intéressant. Et Clément, toi, pareil, tu avais quand même bossé sur pas mal de projets étudiants avec lui. Vous avez quand même une antériorité en fait.
On s'engueule tout le temps. Hein. Ça change pas. Enfin, on s'engueule tout le temps. On se prend la tête sur des trucs. Et il a un ego, j'ai un ego. Edine aussi. Donc ça, c'est des questions d'hommes avec un grand H. C'est très humain. Tout le monde veut des fois avoir raison, machin, etc. Ouais, bon, nous, on a la même chose. Hein. C'est pas les bisounours et on prend pas... Donc il y a quand même des conflits. Mais l'idéal, c'est avoir un conflit qui, à la fin, termine sur quelque chose de constructif sans que personne fasse la gueule par la suite. Il n'y a rien de pire dans une boîte quand vous discutez d'un truc, ça s'engueule, etc. On prend une décision sans que l'autre soit d'accord, l'autre il fait la gueule pendant 3 semaines, et après au bout d'un mois il vous dit ouais mais tu vois connard je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça, fallait faire ça. Ça on s'en sort jamais. Donc ça aussi tester dans vos projets comment ça se passe. À un moment oui faut trancher, il y en a qui ont parfois raison, pas raison, faut savoir se tromper, faut savoir avoir des échecs, etc. Bon, je pense que j'ai déjà trop parlé. Je vais vous laisser me poser des questions. On va passer le micro, si quelqu'un veut prendre la parole. Il y a quelque chose que tu as dit au début concernant justement de ne pas avoir peur des échecs. Avez-vous ça en France, les fail camps? Nous, on a ça au Québec. On se réunit, tous les entrepreneurs, et on parle de toutes les merdes qu'on a fait, et tous les échecs de boîte qu'on a fait pour justement essayer d'éviter les bâtons, comme tu dis. Comme disais tantôt, avez-vous ça en France? On a les FailCon qui se développent, c'est les conférences américaines là, sur l'échec, etc. Après, c'est vrai que... C'est un sujet qui est aimé en France. Ouais. C'est un problème. En fait, peu importe si c'est en entrepreneuriat ou globalement parlant en business ou à l'école, le fait de ne pas réussir, c'est honteux. On n'en parle pas, on s'écrase et d'ailleurs on perd un peu le pôle aussi souvent quand on a toujours l'impression que ce n'est pas quelque chose qui peut nous amener à une prochaine étape. Ce que j'ai appris aux États-Unis, parce que j'ai fait toute ma scolarité en France avant d'aller aux États-Unis, j'ai appris aux États-Unis qu'en fait c'est une bonne chose quand on se vautre, parce que derrière on apprend à ne pas faire une certaine erreur, on voit même un autre horizon et que c'est pas un stigmatisme négatif, parce qu'en France, quand on n'a pas les notes qu'il faut, quand on ne fait pas le bac qu'il faut, quand on ne va pas dans l'école qu'il faut, c'est tout de suite, t'es une merde, tu ne vas pas faire grand chose dans la vie. Et c'est quelque chose qui doit vraiment changer en France, donc je ne connaissais pas les fail camps, mais c'est vachement bien, on va penser. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un focus qu'on pourrait faire d'ailleurs, c'est que chacun, que les intervenants sont souvent très successful, qu'on fait venir ici, qui nous racontent aussi quelques moments qui ont été un peu durs dans leur carrière. Je pense que c'est quand même un élément de valeur important. Je peux vous dire quelques éléments, j'étais viré de mon lycée, j'étais viré de la fac. J'ai eu aussi des échecs à me dire putain, je vais jamais rien faire dans ma vie et ça va pas aller quoi. Après, le truc, c'est savoir rebondir. Et se dire pourquoi j'ai loupé mon truc et comment est-ce que je renouvellerai pas ces erreurs sur une prochaine activité. C'est vrai qu'en France, c'est pas quelque chose qui est... ça, c'est grâce à ta propre personnalité que tu as pu faire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, qui s'arrêtent là, on leur dit t'es une merde et on croit, et derrière, on va peut-être pas chercher plus loin. Je pense que vous qui êtes dans cette école, c'est quand même vraiment hors du système. C'est des choses qui doivent vous parler, dans le sens où vous ne vous retrouvez pas dans une norme où on vous a défini, il faut que vous fassiez ça, sinon vous n'arrivez à rien. Donc c'est quelque chose que vous devriez aussi cultiver, en parler plus et créer peut-être des choses comme ça en entrepreneuriat ou sur vos projets. Je trouve que c'est super utile, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris dans le système américain, pas du tout en France. Et là, je vais rebondir avec ce que tu dis. Il y a... Bon, je tairai les noms, mais il y a un mois, j'ai fait une conférence de presse devant plein d'acteurs du secteur agricole, etc., pour présenter notre activité auprès de toutes les grandes boîtes du secteur. Et donc je parlais, et elle a vu dans nos présentations qu'il y avait déjà eu projet entrepreneurial. Donc elle savait que j'avais déjà monté une boîte avant. Et il y a une dame qui est directrice de la communication d'un grand groupe qui m'a posé au moins 20 questions sur pourquoi tu as loupé ta boîte. Si tu as loupé ta boîte, ça veut dire que tu n'es pas un entrepreneur et que donc Agriconomie, ça va pas fonctionner. Moi, ça me donne pas envie de travailler avec toi, etc. Et je lui dis, mais vous devriez inverser le truc. C'est retourner le machin. J'ai fait des erreurs là-dessus, donc j'en ferai moins sur Agriconomie. Et en fait, elle a été truc de t'as foiré ta boîte, donc Agriconomie, en gros, ça va pas marcher, quoi. Et j'ai rigolé à la fin, je dis vous avez totalement raison, chère madame, et voilà. Tu peux rien lui dire. Donc, il faut savoir à un moment absorber ce que disent les gens, mais voilà, il y a des choses qu'il faut prendre, il y a des choses qu'il faut laisser.
Et ça, faut pas que ça vous mine le moral de vous dire qu'il y a un mec, même s'il est super successful, qui vous dit ça n'a pas fonctionné. Nous, quand on a voulu lancer Agriconomie, qu'on a passé certains entretiens avec des entrepreneurs successful, dont je tairai le nom encore une fois, et qui nous disent mais ça marchera jamais votre truc agricole, machin, pensez plus à faire des objets connectés dans le machin, parce que la vente en ligne, ça fonctionnera pas. Ouais, on a pris. On a pris ce qu'ils nous ont dit, on a réfléchi, ça nous a permis d'affiner notre business, etc. Mais écoutez ce que les gens disent, récupérez ce qu'ils ont à dire, et après faites votre propre jugement. Et on a à apprendre de tout le monde. Hein. De tout le monde. Des plus grands entrepreneurs comme de vos clients, comme de vos professeurs, comme de vos potes qui ont déjà monté des boîtes, comme de votre mère. Ma mère me donne des conseils en management. Elle est institutrice en maternelle. Elle manage des petits gars et des petites filles. Et ma mère, elle m'apprend tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais elle me donne des bons tips pour mieux gérer ma boîte. Donc en fait, on a à apprendre de tout le monde. Donc échanger avec les gens, aller à la rencontre. Je me suis forcé pendant mes études à aller une fois par semaine à une conférence. Je me forçais. Une fois par semaine, je vais à une conférence. Donc je suis allé à des trucs sur l'astrophysique, je ne connaissais rien du tout. J'y allais, j'écoutais. Je m'enrichissais personnellement, intellectuellement. Et puis je rencontrais plein de gens. Et j'avais pas vraiment de projet à l'époque. J'avais juste discuté, salut et tout, voilà, c'est super intéressant ce que tu m'as dit. Si un jour tu passes dans le coin, j'aimerais bien reprendre un petit déj avec toi, machin. Et ça, pendant 1 an et demi, toutes les semaines, je me faisais une conférence. Et en fait, moi, j'ai des trucs que je mets en place dans notre entreprise, que j'ai entendu il y a 2 ans, par un mec qui vend des crêpes. Qui a un stand de crêpes. Et le mec, on a échangé pendant 1 heure, et j'ai juste adoré ce qu'il m'a dit. Et j'y pense très souvent. Voilà, on peut apprendre de tout le monde. Il ne faut jamais se dire ouais, non, mais on apprend de tout le monde. Après, à vous de récupérer ce qu'il y a à récupérer. Vous traitez l'information chez vous. Et après, vous prenez les décisions qu'il faut prendre. Mais il faut vachement... on s'enrichit des autres, en fait. On a à apprendre de tout le monde, des expériences de tout le monde. On va prendre encore quelques questions, parce que l'heure est presque finie. Battez-vous pour le micro. Allez. Ils sont battus pour les places, et places. Enfin, le combat. Alors moi j'aurais plutôt une question technique sur le plan logistique. Comment tu as fait pour te débrouiller en fait? Parce que je sais qu'un site de vente en ligne comme Amazon par exemple, ils ont des gros problèmes à ce niveau-là. Et voilà, est-ce que tu as créé des entrepôts ou quelque chose? Alors nous, on n'a pas du tout d'entrepôt. On fait beaucoup de dropshipping. C'est-à-dire que c'est le vendeur sur notre plateforme qui va envoyer directement chez le client final. Nous, on est une balance entre l'offre et la demande. Donc on a des clients acheteurs, qui sont les agriculteurs, et on a des clients vendeurs, qui sont les distributeurs. Donc ça, pour toutes les pièces, tout ce qu'on peut envoyer par palette ou par la poste, ça, ils envoient souvent très rapidement chez l'agriculteur. Après, ta question est très pertinente parce que Amazon, ils ont créé leurs entrepôts pour être encore plus réactifs, connaître mieux les stocks, livrer plus rapidement avec un meilleur taux de service les clients. Nous, on a un pôle logistique qui gère surtout les produits pondéreux, donc les produits qui prennent de la place, qui sont volumineux. Genre un camion d'engrais, je ne peux pas appeler le mec de Chronopost pour qu'il vienne chercher 28 tonnes d'engrais. Donc là, on a dû mettre en place, on a développé un petit algorithme qu'on a développé en 4-5 mois qui permet d'optimiser la logistique en fonction du code postal de l'agriculteur. Donc moi, je vais avoir un engrais X qui est disponible à Rouen, à La Palisse, donc à La Rochelle, à Saint-Malo et à Narbonne, par exemple. Je dis n'importe quoi. C'est le même produit, mais il a un prix différent. À Rouen, il est à 100 €, à La Palisse, il est à 115 € et à Bayonne, il est à 127 €. Et moi, l'agriculteur, il est au milieu. Ça, c'est le premier truc, les prix. Et ensuite, c'est combien ça me coûte le transport pour l'envoyer du port à son code postal, son adresse. Et en fait, ça, c'est une équation très simple. C'est qu'après, on regarde qu'est-ce qui est le plus rentable. À Rouen, le produit est moins cher, mais on sait que que la marchandise à déplacer, le coût de transport est plus élevé. C'est peut-être plus intéressant pour moi d'aller chercher le produit à La Palisse, à La Rochelle, parce que le coût de transport est moins cher.
En fait, l'addition coût du produit, coût du transport est moins cher. Donc ça, c'est un algorithme aujourd'hui qu'on fait fonctionner et qui va directement envoyer une information à un transporteur. Donc on a, en pré-calcul, on a 3 milliards de possibilités en fait, pour tous les codes postaux en France, à partir de tous les ports et pour tous les types de produits. Et après, on a les cotations d'à peu près 40 ou 50 transporteurs. Comment ? C'est pas vraiment. En fait, on s'est rendu compte que les distributeurs de produits pondéreux avaient une grosse problématique de logistique. C'est-à-dire qu'ils sont très forts pour livrer dans une zone de chalandise qui est souvent très proche dans leur zone de chalandise physique. Donc ils vont être très forts sur 2 départements. Après, ils ne savent pas faire en fait. Et vu que c'est des boîtes traditionnelles qui ont été créées il y a une centaine d'années, souvent vous vous rendez compte que le patron de la boîte, il déjeune avec le patron de la boîte de logistique depuis 10 ans, c'est des potes, donc ils travaillent ensemble tout le temps. Mais en fait, les prix sont trop élevés, le service laisse à désirer, etc. Donc nous, ce qu'on dit, c'est voilà, nous, on veut le meilleur taux de service pour nos clients agriculteurs. C'est des professionnels, c'est des serial entrepreneurs aussi. Parce que l'agriculteur, il travaille sa terre, mais il fait la comptabilité, il fait les achats, il fait tout dans son exploitation. Les agriculteurs, c'est vraiment moi, je serais incapable de faire ce qu'ils font. C'est les pros qui travaillent le plus, travaillent 62 heures en moyenne par semaine. Il faut être agronome pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans le champ, il faut savoir réparer son tracteur, etc. Il faut savoir faire la compta, il faut savoir faire ses Z-packs, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur taux de service pour eux, pour les livrer le plus simplement, pour qu'ils commandent le plus simplement possible et qu'ils soient livrés le plus rapidement possible dans les bonnes conditions. Et ça, c'est passé par développer notre propre outil logistique. Même si je n'ai pas de camion et je n'ai pas de stock. On aide les distributeurs à mieux livrer les agriculteurs. Et que ça coûte moins cher aux agriculteurs. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Moi, ma question, c'était, tu disais que tu prenais toujours tes objectifs sur le lendemain. Et tu nous as fait comprendre que tu ne te couperais pas les cheveux tant que vous ne seriez pas rentable. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas rentable. On n'est pas rentable. D'accord. Et du coup, vos objectifs pour demain, c'est être rentable et après, c'est l'international. Aujourd'hui, plus qu'être rentable, on vise la croissance en fait. Donc on a dans nos phases de création d'entreprise, vous montez votre modèle. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas rentable ou que vous avez besoin de cash pour vous développer, vous faites ce qu'on appelle une augmentation de capital. Donc vous allez chercher de l'argent, soit auprès de votre famille, ce qu'on appelle la Love Money, soit auprès de Business Angel. Love Money, c'est souvent entre 10 000 et 100 000 euros. Ensuite, vous allez voir des Business Angels quand vous voulez lever 200 ou 300 000 euros. Donc ça, c'est des gens qui vont acheter une partie de votre capital. Votre boîte, c'est un camembert. Elle est divisée en deux si vous êtes deux actionnaires. Donc vous montez les gars une boîte ensemble, c'est 50-50. Et là, vous avez un investisseur qui vient mettre de l'argent. Il va dire, OK, moi, je prends 30% du camembert. Donc il va prendre 15% de tes parts et 15% de tes parts. Donc eux sont actionnaires de ton entreprise, mais ils t'ont donné de l'argent pour que toi, tu puisses développer ta boîte. Et en fait, les phases d'investissement, c'est souvent vos économies en premier lieu. Donc nous, on est allé voir la banquière après la fin de nos études en disant, est-ce que tu peux nous prêter 35 000 balles on a dit qu'on voulait faire un master à Harvard pour avoir un prêt étudiant. Et en fait, on a monté direct petit clin d'œil pour toi. Et en fait, on a créé la boîte avec. Mais on aurait pu demander à nos oncles, à nos copains, et de mettre un peu d'argent pour commencer, pour lancer l'entreprise. Donc les phases d'investissement, tu as création d'entreprise, ton capital social. Souvent, tu fais appel après à de la love money, on appelle l'argent de tes proches, des gens qui t'aiment, qui se disent « Ok, son projet, il est cool, mais je vais mettre un peu d'argent, mais on ne sait pas trop. » Ceux qui prennent souvent le plus de risques. Après, tu as des business angels qui, eux, sont souvent des gens qui ont fait un peu d'argent et qui se disent « Voilà, j'aide les entrepreneurs, etc. Mais en même temps, je veux un bon retour sur investissement parce que le livret A, ça ne m'intéresse pas. » Donc, eux vont investir un peu dans ton entreprise. Et après ça, tu as les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est leur métier que d'investir dans des startups. Donc là, vous avez des grands groupes, SFR, Orange, des fonds de pension américains, etc., qui vont dire « Ok,
moi je crois en vous les mecs parce que vous êtes trop forts en numérique, vous avez un réseau de malades, et en plus vous connaissez bien les startups du coin. Ben vous, je vais vous filer 30 millions d'euros, et ces 30 millions d'euros, vous allez aller les investir dans des boîtes. Donc vous allez acheter des parts d'entreprise. Et les mecs qui sont au-dessus, là, les fonds de pension, les grands groupes, etc., ils disent « Ok, on te prête 50 millions, par contre, on veut un retour sur investissement de 13% par an. » C'est-à-dire que le mec, quand il met de l'argent dans ta boîte, il se dit « Moi, il faut que cette entreprise, si je mets 100 000 euros, dans 10 ans, elle m'en rapporte 7 millions. » Je calcule pas, je suis mauvais en calcul mental. Mais il faut que ça me rapporte 7 millions. Vous voyez le truc? Donc ils vous mettent de l'argent au départ, mais c'est pour vous aider à mieux développer votre entreprise. Et donc nous, on a fait ça. Nous, on a pris de l'argent de notre poche. Donc on a pris des risques personnels auprès de notre banque en perso. Donc ça, si demain je ne rembourse pas, je suis dans la merde. Et ensuite, en développant un peu l'entreprise, au bout d'un an, on a levé des fonds avec un fonds d'investissement et des business angels. Donc, qui ont investi dans notre entreprise, qui ont pris une partie de notre capital et qui aujourd'hui nous permet de recruter des gens, de faire de l'investissement en communication. Et même si on n'est pas rentable, ce n'est pas grave parce qu'on a de l'argent derrière pour nous aider à continuer à investir. Et donc l'idée, en fait, soit tu peux décider d'être rentable très vite. Après, c'est une question de valorisation d'entreprise. Valorisation d'entreprise, c'est aujourd'hui, vous achetez une maison, vous l'achetez 100 €. Mais si vous construisez une piscine derrière, que vous savez qu'il y a un centre commercial qui va être construit à 2 ans après et qui va vous permettre d'avoir je sais pas quoi, et que vous créez j'allais dire un Snapchat, un petit bar derrière, etc., votre maison, elle vaut plus 100 €, elle en vaut 300 €. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont construits autour, parce que vous avez développé la piscine derrière, vous avez fait la véranda, vous avez fait le machin, donc votre maison, forcément, elle prend de la valeur. Là, c'est la même chose pour l'entreprise. Que vous donnez un peu d'argent pour que votre maison, vous puissiez la transformer en lotissement ou en immeuble ou en tour Eiffel. Et vous donne l'argent pour faire ça. Et donc, on n'est pas rentable, mais on ne vise pas la rentabilité tout de suite. On vise vraiment la croissance. Même si on souhaite être rentable d'ici 2016-2017. Et le deuxième point de ta question, c'était l'international. On pense vraiment se lancer à l'étranger également. Qu'aujourd'hui, on consolide nos bases en France, avoir un business model qui fonctionne bien, qui soit bien huilé, avoir une bonne notoriété, surtout construire une bonne équipe, donc avoir des collaborateurs qui croient vraiment dans ma boîte, qui sont intéressés à la boîte et qui s'y sentent bien. Et ensuite, on va lancer l'étranger. Donc nous, on vise l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, l'Espagne, l'Italie, etc. Non, il y a encore des zones on couvre 100% du territoire, mais on n'a pas encore 100% des produits. Donc aujourd'hui, on essaye d'y aller étape par étape, encore une fois. C'est-à-dire qu'on ouvre catégorie de produits par catégorie de produits. Vendre des engrais, c'est pas pareil que vendre des boulons pour un tracteur. C'est pas du tout le même. Dans le segment des engrais, vous avez tout ce qui existe en type d'engrais. Si un agriculteur se dit je veux acheter un engrais, il va trouver son bonheur. On n'a pas tout, parce qu'après, tu as un point qui vient derrière, c'est trouver le produit. Ça, c'est plus compliqué. Donc nous, on essaie d'avoir un catalogue avec tout, et on a des distributeurs qui nous donnent des produits pour peut-être 80% de notre catalogue, mais on a 20% où on n'a pas. Donc là, ce qu'on dit à l'agriculteur, c'est « T'inquiète pas, viens nous faire une demande de devis sur Internet, et nous, de notre côté, on va se débrouiller pour te trouver le produit dont tu as besoin au meilleur prix rendu chez toi. » C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'avoir à réfléchir. Je vais aller appeler tous les mecs. Et moi, des fois, j'ai des collaborateurs qui passent une journée à trouver un truc, une pièce qui vaut 50 €. Mais nous, nos valeurs d'entreprise, c'est le client avant tout. C'est-à-dire que même si on a perdu un peu d'argent, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que mon client il soit satisfait, qu'il nous considère comme le trouveur de solutions et que demain, il en parle à son copain en disant « Putain, Agriconomie, ils m'ont bien aidé parce qu'ils m'ont permis de trouver la pièce quand j'en avais vraiment besoin. Je suis allé voir tous les mecs de la Terre, personne ne me l'a trouvé. Et eux, en une semaine, ils me l'ont fait livrer chez moi. »
Et nous, c'est ça qu'on veut apporter à l'agriculteur. Oui, c'est fort. Donc aujourd'hui, en fait, un agriculteur, il peut techniquement s'adresser à toi sur n'importe quel sujet qui est lié à son sourcing, en fait. Oui. On a un mec hier qui nous a demandé de la chicorée. Chicorée. Je connaissais ce que je mettais dans l'eau chaude, mais en fait, on m'a dit ouais, c'est une semence super rare. Enfin, c'est une semence super rare. C'est un truc assez précis qu'on met que dans quelques endroits en France. Et ben, nous, on a un agronome spécialisé en semences, donc un ingénieur agronome expert en semences, qui a dit ok, bah attends, je vais appeler 15 fournisseurs. Et voilà, on a vendu 25 kilos de chicorée. Et le mec était super content parce que ça faisait 2 ans qu'il essayait d'en acheter, il n'arrivait pas à trouver. Donc ça, c'est notre métier aussi, simplifier la vie de l'agriculteur. Et lui faire économiser du temps et de l'argent. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Merci Paolin.